pas. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, bien le bonjour, vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, vous l'aurez compris déjà, parce que la France vient de changer de Premier ministre et il a désormais les cheveux longs, à savoir une femme Première ministre, Elisabeth Borne. Alors forcément, vous l'imaginez bien, on en parle sur Juste Milieu, on en a parlé pas plus tard qu'aujourd'hui, nous sommes le 17 mai sur Twitch en direct, mais pour pas faire les choses en double, auquel cas j'aurais appelé McKinsey, j'ai préféré couper l'extrait de ce qui a été fait ce matin sur Twitch. J'avais bien bossé, j'avais un script fait aux petits oignons pour vous soulever les casseroles d'Elisabeth Borne. Ah, je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Donc cet extrait, c'est la vidéo qui va suivre. Voilà, parce que j'ai vu qu'il y en a qui n'avaient pas compris. En fait, c'est ce qui se passe. Cet extrait a été diffusé sur Twitch. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre. Vous êtes des milliers désormais à suivre Juste Milieu sur Twitch en direct tous les mardis, vendredis à 11h30 dans le bien nommé Juste Bistrot. Donc voilà, cet extrait, je voulais le proposer au plus grand monde parce que c'est vrai qu'Elisabeth Borne, on nous la présente sous les meilleurs angles, qui sont rares au vu du faciès, mais c'est pas la question, pas de jugement esthétique. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire en termes de casserole, on s'est frisé la moustache. Donc je vous souhaite que du plaisir pour cette vidéo. Bonne chance aussi pour ce qui arrive parce qu'elle a l'air quand même assez musclée. La Margaret Thatcher façon nos régions ont du talent, mais je vous laisse découvrir ce qui a été dit il y a pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait plaisir. Allez. Elisabeth Borne remplace Jean Castex. Alors, je vais vous dérouler tout ça parce que j'ai préparé. Ah, j'ai travaillé. Ah, j'ai travaillé. Je peux te dire, j'ai pas fait ça comme un député. Crois-moi bien, j'ai bossé ce matin, j'ai un script en bonne et due forme, comme une vidéo, en fait, que j'aurais pu proposer sur YouTube et que je proposerai sur YouTube. Il y a eu du boulot parce que, véritablement, Elisabeth Borne... Alors, bon... On en parle gentiment, voilà, on est là, on l'a présenté hier quand l'annonce a été faite, quand ça a été officiel, on nous a dit, bon, Elisabeth Borne, alors c'est sûr, c'est pas Muriel Robin en termes de fun, c'est ce que la technocratie peut faire de pire, mais, enfin, ou de mieux, ça dépend de quel côté on est, ça dépend de quel côté on reçoit le chèque, mais elle connaît ses dossiers. Ouais, c'est l'argument qui revient souvent. On dit Elisabeth Borne, alors c'est pas la compagnie créole, mais elle maîtrise ses dossiers. Donc tu dis, bon, c'est curieux, mais encore heureux. Encore heureux parce que quand même elle est payée pour ça. Mais qu'importe. Qu'importe, alors Elisabeth Borne, je voulais traiter le sujet à la juste milieu. Parce que bon, pour avoir toutes les infos sur son parcours, la dernière fois qu'elle a mangé un croque-monsieur, le numéro de son professeur de pilates, ça vous lisez la presse, vous regardez, vous aurez toutes les infos et tout, et c'est bien, hein, tant mieux, c'est intéressant effectivement de découvrir le parcours d'Elisabeth Borne, et on va y revenir un petit peu. Mais, il y a une sacrée collection de casseroles. Ah, Joël Robuchon à côté, c'est un cuisinier du dimanche. Ouais, alors, ce qui est fort avec Elisabeth Borne, et je voulais vous en parler, c'est cette capacité, si tu veux, à avoir des casseroles, mais propres, lustrées, brillantes, et puis bien rangées dans les placards, à côté des pelles à tarte. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, ce que je vous propose pour parler d'Elisabeth Borne, pour vraiment faire le dossier, décortiquer le dossier, je vous propose voilà, son parcours, sa formation, son parcours politique, professionnel, et puis les casseroles. Et puis les casseroles. Ah, elles sont belles. Tu peux faire des poêlées de champignons. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Puis en parlant de champignons, on peut demander conseil à Benjamin Griveaux. Enfin, c'est pas la question. Donc, Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, la reine du pantouflage. Ah ouais, non, si, tu vas comprendre. Elisabeth Borne, donc, qui est quand même, voilà, nommée Premier ministre, il faut le rappeler. Alors, on nous tartine les oreilles avec ça. 31 ans après Édith Cresson, Elisabeth Borne est la deuxième femme à incarner le poste de Premier ministre, Première ministre, on va dire Première ministre, en France. Bon. On va couper court, hein, comme disait le bourreau de Louis XVI, tout de suite à cette grande réflexion qui circule naturellement dans les médias. On dit « c'est super, c'est une femme ». Je vais pas vous mentir, au risque d'être un peu rude, et si des mesdames nous écoutent actuellement, je préfère m'excuser par avance, mais je n'en ai rien à foutre du fait que ce soit une femme. Voilà. Non, je préfère être très honnête. Je préfère être très honnête, parce que pour plusieurs raisons. Déjà, la compétence ou l'incompétence n'est pas l'apanage d'un zizi ou d'un autre appareil génétique. Voilà. Non.
pénis, vagin, tu peux être nul. Ouais, on s'en fout, en fait. C'est pas la question. Donc, déjà, ça, je trouve que c'est un argument assez ridicule, en vérité. Assez ridicule parce que ça ne change rien. Ça change rien. La capacité à faire son travail n'est pas liée à un genre. Auquel cas, ce serait quand même curieux. Donc, on n'est pas là-dedans. Ensuite, je pense que la logique de « il faut une femme » n'est qu'un bouclier pour un gouvernement qui, depuis le début, se distingue par un non-respect de la parité, par exemple, alors qu'il le défend et que Marlène Schiappa a écrit environ 2800 livres là-dessus pour dire la parité c'est super. Il suffit de regarder le groupe La République En Marche à l'Assemblée pour bien comprendre que tout ça n'est qu'une illusion et qu'une promesse de marketing, voilà, qu'une promesse de marchand de tapis. Donc, mettre une femme première ministre n'empêchera pas La République En Marche de proposer des candidats condamnés pour violence sexuelle. Enfin, pour violence conjugale, excusez-moi. Ouais, Jérôme Perra. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus en le mettant en écho avec l'affaire Tahabou Hafs. Ouais, Jérôme Perra, il est candidat aux législatives de La République En Marche. Mais on va te dire, oui, mais il y a une femme Premier ministre. Ah bon, ça va alors. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Donc, voilà, qu'on soit bien d'accord, c'est peut-être, en fait, si on joue un petit peu sur les mots, la misogynie se cache peut-être dans la volonté de se servir d'une femme comme d'un bouclier, d'être la caution à un machisme avéré. Vous avez vu comme moi la photo de Renaissance, le parti Renaissance, je vais vous la montrer, on va pour illustrer un petit peu le propos, parce que je veux rendre ça fun, parce que c'est vrai que ma gueule pendant une demi-heure à parler d'Elisabeth Borne, c'est pas le truc le plus fun du monde. Mais regardez, l'égalité femmes-hommes chez La République En Marche, c'est ça, par exemple. Ah ouais, là, on est bien, là. Là, on est bien dans l'égalité, là, regarde. Ah ouais, là, on est super. Impeccable. 4 hommes, impeccable. Tu prends les proches conseillers d'Emmanuel Macron, sont tous des hommes. Alexis Collère et compagnie, sa garde rapprochée sont tous des hommes. Donc, une femme Premier ministre ne change absolument rien. C'est un argument médiatique bidon qui va noyer ce dont on va parler précisément, les affaires qu'elle a derrière elle. Mais avant toute chose, la formation d'Elisabeth Borne, parce qu'il faut quand même lui reconnaître un parcours brillant, polytechnicienne, promotion 1981, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Master of Business Administration du Collège des ingénieurs en 1986. Donc clairement, en termes de niveau scolaire, elle n'est pas faite pour faire de la maçonnerie. Ce serait peut-être plus utile. Et je dis ça avec tout le respect pour nos amis maçons qui s'envoient des chantiers à 40 degrés sous le cagnard. Qu'on soit bien d'accord. Mais bon, elle a un CV, effectivement, comme dirait Jamel Debbouze, long comme le bras. Ça, c'est en termes de formation. Le parcours politique. Alors, parcours politique, je vous le prends chronologiquement. Après, on va parler du parcours professionnel. Parce que c'est vrai que ça s'entrecroise. Ouais, tu sais plus qui fait quoi. Qui est dans qui. Enfin, on dirait un livre de Marlène Schiappa, tu sais. Les filles bien n'avalent pas. Ouais, je l'ai commandé. Je vous l'avais promis, il y a eu le défi sur Twitch, il y aura la lecture du livre de Marlène Schiappa. Je l'ai commandé, il arrive bientôt. Donc, vous inquiétez pas, rendez-vous sur Twitch, on va déconner. Donc, le parcours politique, alors déjà, on soit bien d'accord, on va tout de suite poser les bases. Elisabeth Borne n'a jamais été élue par qui que ce soit. Voilà. Non, elle est dans la politique depuis 250 ans, mais personne ne l'a jamais élue. Personne. Ah non, non, non. Alors peut-être déléguée en 4e, parce qu'elle avait promis plus de frites à la cantine, mais un truc... Bon, comme quoi les fausses promesses, ça a toujours été son truc. Mais non. En termes de mandat démocratique, jamais. Jamais, jamais. Donc, elle intègre le ministère de l'Équipement en 1987. Donc, voilà, elle est dans la politique, si tu veux, depuis qu'elle a 6 mois, quasiment. On n'est pas à un poulpe près, mais c'est quasiment ça. Et puis, on continue, conseillère au ministère de l'Éducation nationale auprès de Jospin, puis Jacques Lang. Donc là, on est au début des années 90. Elle a été conseillère technique chargée des transports dans le cabinet de Lionel Jospin 1997. Directrice générale de l'urbanisme à la mairie de Paris sous Bertrand Delanoë de 2008 à 2013. Dès 2013, elle passe préfète de la région Poitou-Charentes, puis préfète de la Vienne, la première femme à incarner ce poste, parce qu'apparemment, il faut préciser à chaque fois. Donc je fais, moi je suis juste au milieu. Et directrice de cabinet de Ségolène Royal de 2014 à 2015. Donc déjà ça, psychologiquement, c'est quand même une épreuve qui démontre qu'elle a la résistance d'une barre de fer. Parce que côtoyer Ségolène Royal tous les jours, c'est comme s'envoyer un shooter d'eau de Javel au petit-déj. La première semaine, ça pique.
Après, ça pique, mais t'es habitué. Donc, c'est ça la différence. Ensuite, donc, ça s'accélère un petit peu. Elle passe donc au poste de ministre. Donc, elle continue de gravir les échelons de la République française. Ministre chargée des Transports de mai 2017 à juillet 2019. Elle est notamment à l'initiative de la réforme de la SNCF. Alors, ouais, c'est une réforme, ils n'ont pas changé les costumes. Ah ouais, non, c'est ouverture à la concurrence. Hein, ce qu'on a vu dans le sud de la France, il y a une ligne officiellement qui est opérée par Transavia, si je dis pas de... Non, pas Transavia, c'est les avions, mais par une compagnie italienne en tout cas, une compagnie ferroviaire. Hein. Transformation du statut de l'entreprise, arrêt du recrutement au statut de ses agents et reprise de la dette de l'entreprise par l'État. En termes de réforme, à côté Margaret Thatcher, c'est une stagiaire. Parce que vraiment, ça pique. Et... bien sûr, elle a réussi à faire passer la réforme. En période Covid, à ce moment-là, elle est notamment... Non, ça vient après, excusez-moi. J'ai une petite erreur dans le script, c'est des choses qui arrivent. J'étais pas mal pour l'instant, voilà. Ministre de la transition écologique. Donc elle passe, tu sais, parce que ministre, en fait, tu peux faire... C'est comme au football. Un jour, tu joues pour Guingamp. Un jour, tu joues pour Evian-Tonon-Gaillard. Un jour, tu joues en Turquie. Bon, c'est pareil. Les ministres, c'est pareil. Elle peut passer des transports à la transition écologique et solidaire. De juillet 2019 à juillet 2020. Alors là, patatras. Parce que c'est vrai que, bon, la tuile, c'est là où tu vois que, en fait, Elisabeth Borne, je pense que quand tu regardes son parcours, est-ce que vous allez comprendre, on l'appelle un petit peu la patafix de l'Élysée. Tu la mets quand il y a un trou à boucher. Et c'est un petit peu ça. Parce que, tu sais, c'est l'affaire de Rugy. Ah bah super, moi qui avais fait du homard mayonnaise. De Rugy, qui était ministre de l'écologie et tout ça, avant elle. Hein. Puis il y a l'affaire qui sort, Mediapart entre autres, qui révèle que quand il était président de l'Assemblée nationale, il s'envoyait des lourds repas avec Madame de Rugy, avec l'argent du contribuable. Ouais, ouais, les bouteilles de la cave de l'Assemblée, homard, champagne. Là, t'imagines bien qu'il va pas te chercher un kebab à 3h du matin. Avec des oignons aussi frais que Geneviève de Fontenay. Non, ça s'envoie du beau repas. Hein. C'est quelque chose qui est quand même sympa. Et vous vous en rappelez de ce scandale, hein, forcément mémorable, avec ce moment d'excuse chez Jean-Jacques Bourdin. Hein. Avez-vous utilisé l'argent public pour financer des repas? Ce à quoi de Rugy avait répondu dans une inénarrable maîtrise. Il avait dit non, je n'aime pas le homard. Ouais. Et le champagne, parce que on se rappelle du homard, hein, mais il avait aussi dit le champagne, ça me donne mal à la tête. Ouais. C'est fou hein, de nous prendre pour des buses à ce point-là. Et bon, bah forcément, tu vois, il avait dit bon, bah du coup, je vais me retirer quelques mois, puis je reviendrai. Ce qu'il a fait, le bougre, hein, ce qu'il a fait. Mais forcément, là, ils étaient embêtés en Macronie parce qu'ils avaient dit oui, le monde nouveau. Le monde nouveau, il n'y a plus de scandale politique. Il n'y en a peut-être jamais eu autant eu. Mais c'est précisément ça qui est nouveau. Ça tranche avec le monde d'avant, où ils avaient encore un petit peu de déontologie. Donc, de Rugy qui quitte le poste, et là on dit oui, patafix, enfin, Elisabeth Borne, excusez-nous. On a un trou là à boucher, vous pouvez passer vite fait? Oui, très bien. Donc elle est devenue ministre de l'écologie. Bon, alors attention, dès lors, tu comprends qu'elle est totalement inféodée à Emmanuel Macron premier, parce que maintenant c'est deux, Emmanuel Macron premier, qui lui retire alors le titre de ministre d'État. Ouais, elle a le rôle de remplaçant Cyrus de Godas, enfin un truc comme ça. Alors que les prédécesseurs l'avaient. Nicolas Hulot et de Rugy avaient le statut de ministre d'État. Là, ils disent non, on va t'appeler ministre, mais en fait, regarde, il y a une tache sur la vitre. Donc voilà, c'est un peu ça. Et bon, c'est la tuile. C'est la tuilasse, parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il est écolo. Au départ. Enfin, c'est au départ. C'est ce qu'il nous a dit, là, à l'entre-deux tours. Il a dit, ouais, écolo. Je suis écologiste parce que j'ai lu des livres. Ouais, non, il a vraiment déclaré ça à France Culture. Vous vous en rappelez si vous suivez La Farce Tranquille. Donc, c'est con pour un président écolo d'avoir dégradé, entre guillemets, sa ministre. C'est un peu la tuile. Mais quand même, Elisabeth Borne, alias la patafix, ça fixe, ça refixe, réussit quand même à nous faire passer la fermeture de Fessenheim. C'est elle qui l'a menée, notamment dans les dossiers pendant son mandat d'1 an, tout pile. Et puis, elle passe, parce que voilà, transport, écologie, travail. Le compte est bon. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais elle devient ministre du Travail en juillet 2020, 1 an tout pile après, et jusqu'à mai 2022. Donc là, elle nous fait 2 ans, et là, c'est du grand Borne. Ah là, c'est du... Ouais, non, c'est bien. Là, elle nous a montré que elle déconne pas. Elle nous fait quoi? La réforme de l'assurance chômage.
qui montre que désormais, tu es peut-être plus assuré d'être au chômage que d'avoir un chômage assuré. Bonjour, Raymond DeVos pour vous ce soir. Mais c'est vrai que c'est un peu ça. C'est un petit peu la logique de cette réforme. Elle est également à l'origine, ça faut en parler. Parce que ça, je pense qu'on lui rend pas assez hommage. Le plan Un jeune, une solution. Ah ouais. Qui a été une solution pour eux, on l'imagine, mais peut-être pas pour les autres. Et la suppression également. Ah oui, en période Covid, là, Elisabeth Borne, elle nous a montré à peu près. C'est la bande d'annonce de ce qui nous attend. Je pense qu'il faut pas se leurrer. Parce que elle a notamment, c'est elle qui a mis en place la suppression du droit aux allocations chômage pour les salariés non vaccinés, qui a instauré la possibilité de licencier un salarié sans passe sanitaire. Ouais. Alors, à noter que cette précision ne s'applique pas au Parlement. Voilà, c'est la petite nuance, parce qu'il y a des gens qui se disent, bon, les élus donnent l'exemple. Non. Au Parlement, donc c'est-à-dire Assemblée nationale, Sénat, il n'y a jamais eu de passe sanitaire, depuis le début. Non. C'est-à-dire que toi, tu es dans une PME au fin fond de la Creuse. La première baraque, elle est à 20 bornes. Faut un pass, on sait jamais. Parce que vous êtes 2 dans la PME, donc ce serait con de contaminer du monde, tu sais, une PME qui fait du bois, par exemple, qui coupe du bois. T'es en forêt, au mieux, tu vas contaminer un écureuil. Bon. Et là, t'as le pass. Assemblée nationale, ils sont 530, pas de pass. Parce que y a pas de passe partout, comme on dit à Fort Boyard. Donc voilà. Non, mais c'est Elisabeth Borne. Après, moi, je sais pas. Tu vois, j'ai travaillé ce matin, je te lis. Après, tu te débrouilles. Donc voilà. Et la consécration pour elle, Elisabeth, bébête la déchirure, qui devient première ministre en date du 16 mai 2022. Alors, Mediapart a révélé, pas plus tard qu'hier, quelle était l'option favorite d'Alexis Kohler. Alors, Alexis Kohler, c'est... il est quoi? Il est secrétaire général de l'Élysée. C'est le frérot d'Emmanuel Macron. Ils sont comme ça, tous les deux. Ah, enfin, ils sont comme ils veulent, mais ils s'entendent très très bien. Très très proches. Alexis Kohler, qui est au centre d'une vaste affaire de conflit d'intérêts en rapport avec la compagnie de croisière MSC, dont l'un des membres de sa famille a eu des intérêts. Mais arrête, parce que c'est chiant. Si tu commences à chaque fois à chercher des poux, pas parce que le gouvernement c'est une vaste tête de pouilleux que tu dois chercher des poux. Tu te contentes d'observer la chevelure. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, ils sont copains. Ils s'entendent très très bien. Apparemment, Emmanuel Macron ne ferait confiance qu'à Alexis Kohler. Ce qu'on apprend dans les différents livres qui ont été rédigés au sujet de la Macronie. L'être et le... C'est quoi? C'est le traître et le néant. Les livres de Marc Andevelde également. Enfin... Voilà, n'hésitez pas. Un petit peu de lecture cet été sur la plage. Vous allez finir par bouffer du sable, mais au moins vous serez informé. Donc c'est le plus important. Donc voilà, elle est première ministre. Donc Mediapart a révélé que c'était l'option favorite d'Alexis Kohler. À noter quand même qu'on sortait le nom d'Elisabeth Borne comme potentiel premier ministre. On l'a sorti fin mars. C'est notamment François Asselineau qui a relayé ça sur Twitter ce matin. Très clairement, le suspense qui a été entretenu depuis, il y a 2 possibilités. Soit c'est un faux suspense, et c'est acté en fait depuis avant même les élections que Elisabeth Borne allait être la première ministre d'Emmanuel Macron, auquel cas les médias ont entretenu un suspense en bois pour laisser le temps à Emmanuel Macron d'occuper le terrain avec cette nomination de premier ministre pendant qu'on ne parlait pas des autres dossiers. Ou alors, Elisabeth Borne était l'option numéro 1, à laquelle se sont succédées plusieurs options de femmes qui ont refusé ouvertement le poste, ce qui est quand même assez terrible pour un président, que des gens refusent le plus haut poste au gouvernement, et auquel cas il serait revenu après sur Elisabeth Borne en lui disant « Bon, Patafix, non mais je sais que c'est Elisabeth, mais maintenant c'est Patafix pour de vrai, tu vas être première ministre. » C'est possible aussi, je suppute, mais je me pose quand même la question. Donc, maintenant, voilà. Et puis ça c'est ce matin, tu vois, j'allais finir le script, je rajoute un petit truc. Elisabeth Borne, on l'a appris ce matin, elle a nommé Aurélien Rousseau comme directeur de cabinet. Alors Aurélien Rousseau, déjà il y a Rousseau. Tu dis Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, c'est pas à l'oreille ça sonne, tu dis c'est qui ce bougre? Tu dis peut-être qu'il est serrurier, un Rousseau de clé.
Ça, c'est nul, par exemple. Ça, c'est complètement de la merde. Aurélien Rousseau, moi, je connaissais pas. J'ai cherché sur Internet, j'ai pris mes petits doigts, j'ai tapé sur le clavier. Aurélien Rousseau, c'est l'ancien directeur général de l'Agence régionale de santé Île-de-France, qui était en poste de 2018 à août 2021. C'est lui qui a géré la crise Notre-Dame et la crise Covid en Île-de-France. Oui, la crise Notre-Dame, tu sais, quand ça a brûlé de manière absolument... les chaleurs, on ne sait pas. C'est lui, parce que tu sais, il y avait des problèmes de plomb. T'imagines bien, Notre-Dame, elle est là depuis autant de temps que Manuel Valls en politique. Donc ça fait plusieurs siècles. Et à l'époque, il prenait du plomb. Ah bah oui, t'avais pas le bilan carbone ABCD quand tu rentrais. Ah non, t'avais pas ça. Ah, il y avait taquet de plomb. Et donc forcément, t'as un gros bout de la cathédrale qui brûle. Et on te dit non, c'est bon, il n'y a pas de nuages de plomb, il n'y a pas de particules fines, ça va. Oui, mais il y avait du plomb dans la cathédrale, oui. Et ce plomb n'est pas dans l'air. Non. Il y avait sûrement des filtres, des pots d'échappement à filtres, enfin, il y avait sûrement des... Voilà. Donc, c'est curieux. C'est curieux. Je suppute, une fois de plus. Mais en tout cas, c'est Aurélien Rousseau qui a géré ça. Et tout comme il a géré la crise Covid en Île-de-France. Ouais, en collaboration avec Martin Hirsch, directeur de l'AP-HP. Alors là, on a vu que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Donc, en tout cas, c'est lui le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Voilà. C'est tombé ce matin. Donc, je voulais vous le dire. Mais là, on n'est pas encore dans les casseroles. Oui, parce que j'en vois qui sont déjà en train de vomir leur petit déjeuner. Reprenez-le, parce que vous allez manquer de sucre, là. Oui, c'est dégueulasse, ce que je viens de dire. C'est dégueulasse. Mais ouais, parce qu'en fait, Elisabeth Borne, là, on va se rapprocher des casseroles. Tu le sens, cette odeur de cuisine ou pas? Parce que, en parallèle à tout ça, si tu veux, Elisabeth Borne, elle a alterné comme ça. Tu sais, c'est l'escalade. Une prise à gauche, une prise à droite. Donc elle a fait tout ça en politique. Hein. Elle a quand même un parcours assez joli. Et elle a un parcours professionnel aussi, dans les entreprises. 2022, elle était directrice de la stratégie SNCF. Bon, ça c'est un peu public quand même. 2007, elle est directrice des concessions chez Eiffage. Eiffage, tu sais, c'est les concessions d'autoroute. Retiens ça. Ah ouais. Toi qui regardes cette vidéo-là, retiens ça. Retiens ça parce qu'on va en reparler des autoroutes. Ouais, prenez note, Eiffage, rappelle-toi de ça. Et puis 2015, elle a été directrice de la RATP aussi. Ah, ça se passe bien. Ouais, ça se passe super bien. Mais on va passer aux casseroles. Ouais, on va la passer à la casserole. Non. Attention. C'est pas drôle, ça. Les casseroles. Alors là... Moi, je voulais pas. Hein. Parce que je suis un humaniste au départ. Je suis un humaniste. Moi, je voulais dire, bon, faut lui laisser sa chance. Attention, parce que c'est vrai que je me fais de plus en plus attaquer sur les réseaux sociaux. Hier, je me suis pris le bec, bon, on s'en fout, avec un monsieur qui m'a dit, oui, j'ai fait une blague sur Twitter, j'ai fait une blague sur Jean-Luc Mélenchon, et le monsieur me dit, non, mais en fait, t'es d'extrême droite. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu vois, je vais vous dire le tweet au départ. J'avais fait un tweet, tu sais, sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a dit, c'était du second degré, j'étais bien au courant, qui dit grande tension avant la nomination de mon prédécesseur, sera-t-elle de droite ou bien de droite? Personne ne veut le job, c'est un CDD de mission d'intérim. Bon, Mélenchon qui fait des vannes. Alors moi j'ai retweeté, j'ai dit homme politique ou commentateur aigri? Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Bon, tu vois, pour moi, c'est comme un tir sur mon doigt. Je suis content, je rigole, puis je m'en vais. Ah, il y a un monsieur qui était pas content. Et il m'a dit, attends, faut que je te retrouve. Il m'a dit quoi? Merde, c'était quoi? Voilà, il me dit, depuis la NUPES, chaque jour, le petit tweet sur Mélenchon, rien sur Le Pen, vous avez la chiasse caractéristique du type d'extrême droite en angoisse face au risque que la gauche prenne pas mal de sièges. J'ai l'impression de voir un sosie de Pascal Pro. Alors, dire que j'ai la chiasse du type d'extrême droite, ça va. Mais Pascal Pro, faut pas les déconner, oh. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On avait dit pas les mamans, pas les vêtements, pas les CNews. Alors ça va. Donc, non. Mais en même temps, il m'a fait réfléchir. Cette nuit, j'ai dormi, je me suis dit, merde. Suis-je une ordure? Je me suis posé la question. Donc, fondamentalement, c'est peut-être le cas. Donc, je dis, je vais être prudent. Ce monsieur a raison. C'est juste milieu. Faut accepter les critiques de tout le monde. Et du coup, je me suis dit, je vais être prudent. Donc, Elisabeth Borne, moi, je veux lui laisser sa chance. On ne sait pas.
peut-être que ça va être super. Et voilà, faut être honnête intellectuellement. Mais du coup, je me disais ça jusqu'à ce matin, devant mon petit déjeuner. J'avais mon petit café dans ma tasse, slurp, slurp. J'ai bu mon café, j'ai dit, je suis un humaniste. Borne, on va lui faire confiance. Et ce matin, j'ai regardé ses casseroles. J'ai vomi. Ah, le café en spray. 2014-2015. Elle est directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'écologie. Bon, déjà, rien que pour ça, chapeau l'artiste. Bon, elle se rapproche d'Alexis Collère, tiens, déjà à l'époque, qui est lui directeur de cabinet, mais d'Emmanuel Macron, qui est encore ministre de l'économie, de gauche. Putain. Donc, ils se rapprochent, parce qu'en fait, ensemble, ils vont mener les discussions d'un groupe de travail parlementaire sur les autoroutes. Ouais, les autoroutes, parce que tu sais, on a privatisé le joyau de la couronne. Bah, une autoroute, à partir du moment où tu la construis, bon, ça c'est bien, tu rembourses les frais de construction, derrière, c'est jackpot, derrière c'est Las Vegas. Et tu le sais, tu vois. Tu le sais, il n'y a pas de, y a pas de problème. D'ailleurs, pour répondre, parce que c'est marrant dans le chat, il y a quelqu'un qui dit, c'est 4 LF, 4 BET 4, qui dit Rémi, bien forcé d'admettre que ton juste milieu déborde à droite. Ça ricane moins sur les Le Pen. Chacun son tour, camarade. On se moque pas des gens qui caressent des chats. Voilà. Arrête. Chacun son tour. C'est vrai que je me moque un peu de la gauche. Là, je parle d'Elisabeth Borne. Mais t'inquiète pas, on va y revenir. T'inquiète pas. Donc, on continue. Et donc, voilà, Elisabeth Borne et Alexis Collère, en tant que directeur de cabinet, donc mènent ces discussions d'un groupe de travail parlementaire. Parce que c'est vrai que les autoroutes, c'est dénoncé par la presse. Il y a une rentabilité exceptionnelle. Tu m'étonnes. Mais Elisabeth Borne, elle va déclarer au moment de cette négociation, on est en 2014-2015, elle va dire que la marge de manœuvre de l'État avec les sociétés d'autoroutes est très mince. Et là, je me suis dit, mince, justement. Je me suis dit, comment Elisabeth, donc c'est le métier d'aller négocier politiquement tout ça, elle peut te dire, non, la marge de négo, je pense qu'il faudrait même pas y aller. Eh ben parce qu'en fait, elle a bossé pour les autoroutes. Mais oui, je te l'ai dit. Elle connaît la maison. Elle était directrice des concessions chez Eiffage de 2007 à 2008. Donc c'est elle qui négociait ça, mais de l'autre côté. Et là maintenant, elle est... J'aurais aimé que ce soit une vanne. Mais ça, par exemple, j'ai pas vu de Breaking News BFM TV. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Mais ça s'arrête pas là. Tu l'imagines parce que ces discussions de groupes de travail parlementaires vont avoir lieu. Et il y a un protocole d'accord qui va être signé le 9 avril 2015. Alors, hasard du calendrier, moi je sais pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis humaniste. Hasard du calendrier, ce protocole d'accord entre l'État et les sociétés d'autoroutes va être rendu public 4 ans plus tard. Ouais. Je te jure, le 18 mars 2019. Le temps d'imprimer les dossiers, peut-être. Le temps de coller les timbres, je sais. Moi, je veux pas critiquer. Je suppute. Donc 4 ans plus tard, on va avoir connaissance de ce protocole d'accord qui visiblement était destiné à rester secret parce que c'était une décision du Conseil d'État. Le Conseil d'État a dû forcer l'État, enfin forcer en gros l'État à rendre public ce protocole d'accord. Sinon, il l'aurait pas fait. Ouais. Alors forcément, c'est sûr que bon, mais il y a des gens qui l'ont lu, qui ont eu, sûrement des complotistes qui l'ont lu, et il y avait des clauses ubuesques dedans, grandiloquentes, abracadabrantesques. On apprenait par exemple qu'il y a une clause de neutralité fiscale, c'est-à-dire que si l'État décide de nouvelles taxes ou impôts, tu sais, pour renflouer ses caisses, parce que l'autoroute, normalement, c'est le but du jeu. C'est cool, c'est super d'avoir des autoroutes, elles sont bien nos autoroutes, mais si l'État a la main mise dessus, enfin avait la main mise dessus, c'était justement pour à un moment donné gagner du pognon. C'est normal, tu payes ton péage, on est bien, tu vois. Là, ça tombe dans des entreprises privées. Donc forcément, l'État met de plus en plus de taxes pour récupérer un petit bout du magot. Et bien justement, dans ce protocole d'accord, il y avait une clause de neutralité fiscale. C'est-à-dire que si l'État pris à la gorge avec une dette aussi grosse que l'estomac de Gérard Depardieu, eh bien, cette clause veut que l'État doit automatiquement compenser les sociétés d'autoroutes. Ouais. Si. Ouais, c'est le truc. Tout ça, c'est sourcé. Vous pouvez vous renseigner. Ouais, c'est fou. C'est fou. Mais on comprend mieux pourquoi c'était destiné à rester secret. Protocole d'accord qui n'a depuis jamais été remis en cause. Non, ben non, elle est première ministre. Donc c'est que ça doit pas poser problème.
Enfin, surtout aux sociétés d'autoroutes, tu vas me dire. Mais première casserole. Ça, c'est un wok. C'est sympa. Tu fais revenir poulet noix de cajou. On continue, parce que janvier 2020, ah bah la tuile. Mais c'est quoi ces médias qui s'acharnent à faire leur travail, là, hein? Ça veut dire quoi? Janvier 2020, on a Marianne, le journal, qui l'accuse d'avoir omis de déclarer un poste détenu en 2015-2016 dans sa déclaration auprès de la Haute Autorité de Transparence pour la vie politique. Oh, décidément. On a vu Jean-Paul Delevoye. Bon, c'est pas possible, cette haute autorité pour la transparence. Qu'est-ce qu'ils cherchent auprès du gouvernement Macron à chaque fois à dire que les membres du gouvernement ils sont pas transparents? Ça veut dire quoi maintenant à mettre en examen tous les ministres là? Comme oh, c'est pas un peu du complotisme ça? D'imaginer qu'en coulisses ils font tous de la merde? Attention quand même, parce que moi je suis là pour remettre hein, la baraque à frites au milieu du village. Parce que Marianne révèle ça, elle dit elle n'a pas déclaré le poste. Je vais t'expliquer quel est ce poste, tu vois. Mais d'après son cabinet, elle n'était pas obligée de le faire. Forcément, à la suite des révélations, le cabinet d'Elisabeth Borne réagit et dit non, non, elle n'était pas obligée. Et la haute autorité de transparence, la vie politique, qui dit oui, c'est vrai, elle n'est pas obligée. On est en janvier 2020. Et donc Elisabeth Borne, elle monte sur ses grands poneys, et voilà ce qu'elle nous dit. Elle en met plein la gueule à Marianne, tu vois. Scandaleuse insinuation en dépit des réponses apportées. 1. Je n'ai jamais siégé au CA de cette fondation. 2. Aucune omission. La HATVP stipule que cela n'a pas figuré dans ma déclaration, CF ci-dessous. Un empilement d'insinuations ne fait pas une information. Alors là, attention. Hein. Elisabeth Borne, à Tony Yoka à côté, c'est un Playmobil. Hein. Tu sens que, tu vois, la HATVP lui donne gain de cause. Ah, faut pas la prendre pour un croque-monsieur. Donc, Elisabeth Borne, hein, on est 3 janvier 2020, elle prend Marianne, elle les invite allègrement à aller se faire cuire le cul. C'est quand même ce que ça veut dire. Sauf que là, repatatras, ça fait beaucoup de patatras, juin 2020, donc on est quelques mois plus tard. Et ben finalement, la HATVP demande à Elisabeth Borne de modifier sa déclaration d'intérêt. Non, parce qu'ils se sont rendus compte, en fait, qu'il fallait quand même déclarer. Ouais. 6 mois après. C'est con, quand même. Ah, ils se sont rendus compte que, si, en fait, ils ont relu le règlement de eux, en fait. Parce que c'est eux qui font le... Voilà. Et ils se sont rendus compte, juin 2020, qu'il fallait quand même il fallait qu'elle modifie sa déclaration d'intérêt, parce qu'il y avait un problème. Parce qu'en fait, le poste en question, ouais, c'est ça où c'est chiant. Parce qu'effectivement, si elle gérait un stand de Panini Place Saint-Pierre à Toulouse, tout le monde s'en fout. Mais le problème, c'est qu'en fait, elle participait à l'Institut de la gestion déléguée. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? En fait, c'est un lobby qui milite pour la délégation de projets publics au secteur privé. Toujours d'après Marianne. Forcément, qui a suivi l'affaire. Parce qu'eux, ils ont eu gain de cause d'une certaine manière. D'une certaine manière, il y a la HATVP qui dit non, en fait. Ah, on déconne, en fait, ils ont raison, les journalistes. Donc, tuilas maximum, comme on dit en latin, tuilas maximus. Parce que là, bah ouais, Elisabeth Borne, en fait, Marianne, ils lui ont fait fermer son caquet. Parce qu'ils lui ont dit non, mais t'es monté sur tes grands chevaux, mais en fait, tu devais déclarer. Tu devais déclarer. Et puis en plus, Marianne, alors là encore, ils sont chiants. Et ça, c'est aussi un article de Capital qui est sorti, que je vais vous montrer. Vous pourrez le regarder sur Internet si ça vous tente. Les journalistes n'ont pas arrêté de faire leur boulot. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il apparaît que Elisabeth Borne, elle n'a pas oublié de mentionner dans sa déclaration d'intérêt un poste. Elle en a oublié 6 en tout. 6. 6 postes pour lesquels potentiellement elle avait des rémunérations, on l'imagine. Ou en tout cas des situations de conflit d'intérêts où elle pouvait être amenée à prendre des décisions qui pouvaient influer le fonctionnement d'une entreprise. Parce que dans le lot, hein, bon, il y avait 4 mandats qui étaient à raison de ses fonctions de PDG de la RATP, forcément. Dont l'Atelier parisien d'urbanisme, la Fédération d'entreprises Paris-Île-de-France, Capital économique, la Fondation Groupe RATP et le Comité stratégique de Fer de France. Ouais, elle avait oublié de déclarer les 6. 6. Hein. Tu peux oublier de déclarer 1, mais pas 6. Tu peux oublier de déclarer 2, mais pas 6. Tu peux
tu peux. Oubliez de déclarer 3. Pas 6. Pas 6. Bon, à la rigueur, t'en oublies 4. Bon. Pas 6. Pas 6. Pas 6. Au mieux, bon, allez. T'en oublies 5. Bon, t'en oublies 5, mais vraiment. T'en oublies 5, mais pas 6. Ou alors, t'es Elisabeth Borne, tu peux en oublier 6. Mais pas 6. Ah ouais, si, tu peux. Apparemment, tu peux. D'autant que la haute autorité pour la transparence dans la vie politique, elle n'a pas saisi le parquet. Parce que elle a eu connaissance de ces 6 mandats oubliés. Mais là, je cite, elle n'a pas saisi le parquet car cela ne constitue pas une omission substantielle. Et que ça n'est pas, je cite, de nature à caractériser un risque de conflit d'intérêts avec les fonctions de ministre de la transition écologique et solidaire. Non. Si ça, c'est pas un conflit d'intérêts, en même temps, il n'y a plus de conflit d'intérêts. C'est l'avantage de la haute autorité pour la vie de transparence et la rigueur dans les ministères, c'est que à partir du moment où plus rien n'est un conflit d'intérêts, il n'y a plus de conflit d'intérêts. C'est con, mais c'est possible. Donc, partant de là, moi je trouve ça tout à fait cohérent. Donc, voilà, pour Elisabeth Borne, voilà la dame qui est première ministre. D'ailleurs, première ministre qui est une activité apparemment qui laisse un petit peu de temps, parce que on a appris que... attends, où est-ce que je vous ai noté ça? Parce que quand même, faut pas déconner. Oui, elle va faire les législatives. Oui, parce que... ça va, t'as du temps, le mardi, jeudi, vendredi. Elle va être 6e circonscription du Calvados, si je dis pas de conneries. Parce qu'elle a des attaches avec la Normandie, bien sûr. Elle est pas du tout parachutée. Une fois, elle a mangé du beurre et les vires. C'est ça, c'est pas être normand. Elle écoute du Gérard Lenormand tous les matins dans sa bagnole. Donc elle est normande. Quelque part, elle est normande. Donc, voilà. Voilà Elisabeth Borne, future reine des casseroles, je ne sais pas. Mais je tenais à vous le présenter. C'est un portrait différent. C'est une manière de voir les choses différentes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis humaniste, donc moi je lui laisse la chance. Je vais observer ça de près, je serai là, aux aguets, tranquillement. On va voir, mais j'espère que ça vous a plu, ce petit portrait. N'hésitez pas à partager autour de vous, que les gens soient au courant. Tout le monde a le droit à l'erreur, même 6 erreurs, à la rigueur. 1000 erreurs. C'est à 1001 que ça devient gênant. Donc on sera là pour constater les 1000 erreurs. Mais voilà un petit peu les copains, ce portrait d'Elisabeth Borne que je voulais faire pour vous. Je sens qu'on l'aime déjà.